Bonjour à tous et bienvenue dans notre émission Où va le monde? Un espace qui veut faire entendre différents points de vue afin d'appréhender la complexité des enjeux de notre monde actuel et en devenir. Nicolas Froissart, bonjour. Bonjour. On vous reçoit aujourd'hui pour l'émission Où va le monde? Vous nous recevez dans les locaux du groupe SOS sur Paris. Pour commencer, est-ce que vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Nicolas Froissart, j'ai 46 ans, j'habite à Paris et je travaille effectivement pour le groupe SOS depuis 22 ans maintenant. D'accord. Alors le groupe SOS, il se distingue d'autres groupes. Il semblerait qu'il se soit développé en évitant, on va dire, certains travers classiques du monde social, en empruntant notamment des codes de l'entreprise privée. Euh, alors le groupe SOS, c'est une association, c'est une entreprise, c'est plutôt une association avec les codes de l'entreprise. Comment vous pouvez nous décrire ça en fait? C'est une union d'associations et le statut associatif en tout cas est vraiment à la base de l'ensemble de notre organisation. Donc si on parle de comment on est structuré ou organisé, en fait on peut dire effectivement oui on est associatif. D'accord. On n'a pas d'actionnaire, vraiment c'est la loi de 1901 qui guide l'ensemble de nos activités. Après le groupe SOS, on y reviendra, mais c'est une organisation aujourd'hui assez importante puisqu'on est Allez-y, environ décrivez-nous un peu. 20 000 salariés, donc 650 établissements, donc plusieurs dizaines de structures juridiques qu'on a créées ou qui nous ont rejoints au fil des années. Donc c'est une organisation évidemment qui a une forme de complexité, puisqu'il y a beaucoup de dispositifs différents, de structures juridiques différentes, je le disais. Mais si vraiment on essaye de simplifier, in fine, c'est associatif. Au final, ce sont des instances composées de bénévoles, administrateurs et membres actifs qui contrôlent et prennent les grandes orientations pour nos activités et zéro actionnaire. D'autant que vous vous arrêtez pas uniquement sur le social, vous avez des activités dans le champ de la santé. Oui, alors on vient de la lutte contre les exclusions. Hein. Dans les années 80, le groupe SOS se crée parce que la France avait pas mal de retard dans certains domaines, la lutte contre les toxicomanies par exemple. Et puis qui dit toxicomanie dit aussi VIH, puisque évidemment les deux étaient très, très liés dans les années 80. Et donc on crée ou on accueille des dispositifs effectivement pour lutter sur ces deux sujets qui étaient très liés. D'accord. Alors vous nous disiez qu'il n'y avait pas d'actionnaire. Moi, je me posais la question, si on différencie un peu association d'entreprise, il peut y avoir la question de la prise de décision. Euh, un peu plus concrètement, le groupe SOS n'a pas parfois des difficultés en termes de prospective, en termes de prise de décision collective. Je me demandais comment ça se passait. Est-ce que pour vous, par rapport à des associations plus classiques, est-ce qu'il n'y avait pas une inefficience à cet endroit-là? Nous déjà, on revendique le fait qu'on soit un groupe, parce qu'effectivement, par rapport à ce qu'on disait à l'instant, nos activités se sont beaucoup diversifiées, puisqu'on est parti de la lutte contre les exclusions, et puis après, nous ont rejoint des hôpitaux, des maisons de retraite, des structures dans la protection de l'enfance, et on fait pas mal de choses aussi aujourd'hui dans la culture et dans la transition écologique, et beaucoup en France, mais aussi à l'international. Donc ça fait effectivement une pluralité d'activités. Nous, on revendique le fait qu'on est un groupe, on n'est pas une fédération par exemple, c'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, nos conseils d'administration dont je parlais et le directoire qui représente au quotidien et dont je fais partie, qui représente la direction du groupe, est capable effectivement de prendre des décisions qui impactent l'ensemble de notre organisation. Donc on a une organisation à la fois qui est extrêmement décentralisée, c'est-à-dire que nos établissements, on les considère comme des PME, pour reprendre ce langage de l'entreprise que vous évoquiez. Ouais. Et donc on donne beaucoup de responsabilités et de prérogatives à nos directions d'établissement. On s'est toujours un peu considéré comme un banc de poissons.
C'est-à-dire que quand on regarde le groupe SOS de très loin, on a l'impression que c'est une énorme baleine, parce qu'aujourd'hui c'est vrai que c'est une taille importante. Plus on zoome, plus on se rapproche, puis on s'aperçoit que cette baleine, en fait, elle est composée de petits, de moyens, de grands poissons, parce qu'on a des tout petits établissements qui comptent quelques salariés, et puis on a des associations, celles qui gèrent les hôpitaux ou les maisons de retraite médicalisées, par exemple, où là c'est plusieurs milliers. Euh, mais mais voilà, avec une vraie indépendance, en tout cas une vraie autonomie de nos établissements dans la façon dont ils peuvent exercer leur activité au quotidien. Et en revanche, une capacité pour le groupe de prendre des décisions effectivement qui concernent l'ensemble du banc de poissons. Ouais. Alors vous parliez de baleines, c'est impressionnant. Moi je me dis que finalement, alors je ne sais pas si vous allez pouvoir nous révéler tous les secrets de réussite du groupe SOS, mais peut-être nous expliquer en quoi il peut se démarquer des autres opérateurs sur notamment le champ du social. Est-ce que votre communication, vos stratégies, les codes de l'entreprise, est-ce que tout ça c'est des éléments qui viendraient vous démarquer, participer à votre réussite? Ouais. Je ne sais pas si l'exemple de la baleine est bon, mais, mais moi je trouve ça beau, une baleine. Ouais. Et Puis il y a ça une reste cohérence dans le mouvement dont vous cohérent parlez. et ça reste agile. D'autant plus qu'encore une fois, cette baleine, finalement, elle est composée de. C'est pas vraiment une baleine, et c'est plus effectivement ce banc de poissons que j'évoquais. Je pense que c'est ça quand même notre force. C'est encore une fois être capable de prendre des décisions qui impactent l'ensemble de notre organisation à un moment donné et le faire de façon agile et en laissant quand même à chacun une possibilité à son niveau local, au niveau du territoire, au niveau de son établissement, de pouvoir aussi adapter aussi cette décision ou ces orientations en fonction de la réalité du quotidien. Et ça, je pense que c'est très important parce qu'en fait, nous, on se définit toujours comme un acteur de terrain, c'est vraiment notre identité. Et on part toujours en fait de nos équipes, de nos bénéficiaires. Et je pense que cette autonomie de nos établissements, elle vient justement du fait qu'on s'est créé dans la lutte contre les exclusions sur des sujets qui sont complexes, la lutte contre les addictions par exemple. Et quand on gère par exemple un centre d'hébergement d'urgence pour toxicomanes SDF, on ne peut pas on ne peut pas évoluer dans une organisation qui soit trop homogène, aseptisée. Enfin, il faut que la direction de l'établissement et l'ensemble de l'équipe ait finalement sa propre façon de fonctionner, sa propre identité, qui permet aussi de souder les équipes face à un quotidien qui est passionnant, je pense, pour ces équipes. On a des gens qui sont extrêmement engagés, mais qui demandent aussi voilà, à être soudés, à être capables de réagir parfois dans l'urgence. Et ça, vous ne pouvez pas si vous êtes justement dans une vision ouais, aseptisée ou le groupe en tout cas, la direction du groupe ou la tête du groupe serait omniprésente et voudrait tout gérer, tout contrôler. Ça ne peut pas fonctionner dans nos métiers. Donc vous êtes en train de, enfin, si je devais résumer, vous laissez une latitude, une liberté sur les territoires, on va dire, dans ces petites PME. Vous parlez d'agilité, ça semble sonner comme une forme de réactivité ou une rapidité d'action suffisante en haut quand il le faut, si je comprends bien. En même temps, donc moi, quand je pense à des associations dans le social, donc je pourrais peut-être imaginer qu'elles seraient plus lentes à se mettre en route, plus vieillottes, parce que vous parlez d'agilité. Est-ce que ce ne serait pas aussi votre capacité financière qui jouerait beaucoup là-dedans? Pourquoi je vous pose cette question? Parce qu'il y a quelque chose qu'on sait dans notre société depuis quelque temps, c'est que beaucoup de décideurs, notamment dans les hôpitaux, ont fait des études très intéressantes en commerce, etc., mais sont parfois déconnectés du terrain. Et ce qu'on peut finalement comprendre, c'est que la protection de l'enfance, la santé, l'éducation, ça ne rapporte pas d'argent. Et malgré ça, vous arrivez à vous développer. Donc je me dis qu'il y a la question financière aussi, qui peut-être est un moteur important chez SOS, contrairement à d'autres associations qui peut-être ont l'air
d'avoir faim et de ne pas avoir beaucoup de carburant pour avancer. Vous voyez, l'agilité est une chose. Vous paraissez jeune finalement, quand on parle de SOS, on a l'impression d'avoir des start-upers jeunes qui ont un portable pendant qu'on a des associations avec leur vieux téléphone à cadran. Oui. Vous voyez Je ne ce sais que pas je veux si dire? cette image va nous rendre service dans le secteur. Bon, c'est l'image qui me vient, hein, mais vous voyez, donc Mais ça m'interpelle. Je me dis que la question financière elle est peut-être très importante en je ne fait. sais pas si c'est la question financière. En tout cas, moi, c'est vrai, quand j'ai rejoint le groupe SOS il y a 22 ans, maintenant, quand j'essaye d'y réfléchir un peu et de revenir à cette époque-là, effectivement, j'ai l'impression qu'il y avait un peu l'état d'esprit qu'on a aujourd'hui dans le monde des startups, avec ce qu'il y a de positif, peut-être en enlevant ce qui est moins, un peu plus négatif, c'est-à-dire la recherche justement d'un développement financier. Enfin, nous si on parle de cet aspect financier, enfin, on court pas après ça, parce qu'on a, encore une fois, on n'a pas d'actionnaire. Donc nous, on n'a pas d'actionnaire qui nous dit à la fin de l'année, il faut faire tant de rentabilité. Ça j'entends, mais c'est comme une baleine. Et comme vous dites, il y a quand même Et nos modèles assez tentaculaire. ouais, mais nos modèles sont les mêmes que nos concurrents entre guillemets associatifs. C'est-à-dire Ouais. qu'on n'a pas de facilité, on n'a pas des modèles qui soient différents. Les modèles économiques sont les mêmes. Par contre, effectivement, quand on arrive à avoir une certaine taille et une certaine exigence, c'est-à-dire que nous, on a toujours considéré qu'il fallait être le plus exigeant, le plus professionnel possible. Donc, ce qui fait qu'on a aussi recruté des parcours qui sont différents. C'est-à-dire qu'on a des gens, des travailleurs sociaux, évidemment, des gens qui travaillent sur le terrain, mais on a aussi recruté parfois dans les fonctions de siège des écoles de commerce, parce qu'il fallait aussi être capable de gérer l'ensemble et d'anticiper ce qui pouvait arriver d'un point de vue justement économique ou financier. Mais en tout cas, les modèles sont les mêmes. Donc nous, on n'a pas de machine à cash Non, mais quelque part. j'essaie de chercher vos Ouais. secrets, les petits endroits. Vous voyez, ce que vous dites est Là- intéressant sur le commerce. C'est-à-dire que vous avez peut-être des gens qui sont parfois plus adaptés Oui, pour penser la au prospective. monde de l'entreprise, parce Voilà. qu'au final, on est une entreprise. Entreprise, c'est le terme générique, et vous êtes une association, une société, une coopérative, vous êtes une entreprise, et il faut réfléchir à un moment donné comme des entrepreneurs. Et moi, c'est ce qui m'a plu quand je suis arrivé dans Et à la cet survie. univers. Et à la survie. Survie, développement, pérennité, parce qu'il y a plein d'associations qui faisaient des choses formidables et qui ont disparu ou qui ont rejoint des organisations comme le groupe SOS. Pourquoi elles ont disparu? Voilà, ça c'est une belle question. Eh ben parce que si vous faites des choses formidables mais qu'à un moment donné vous n'êtes pas capable de payer vos salaires, par exemple parce que vous êtes mal géré, eh ben à un moment donné ça va pas bien se passer. Donc, On va nommer personne, hein, évidemment, mais donc justement ça c'est très éclairant, je trouve que c'est très intéressant. Voilà, on arrive de plus en plus au cœur de la question. Mal géré, ça veut dire quoi? Alors, c'est-à-dire qu'on dépense trop, on ne travaille pas sa com, on n'a pas assez de partenariats, on n'est pas clair dans ses missions, on a été trop gourmand, on n'a pas pensé à payer les factures. Enfin, c'est qu'est-ce tout qui ça. se passe dans... Ah, oui? Ouais, c'est tout ça. Donnez-moi quelques exemples. Qu'est-ce qui vous vient? Ne pas savoir gérer, bah, effectivement, l'aspect. Nous, on s'est construit, je pense, par opposition justement à un secteur associatif qui, dans les années 90, parfois, faisait un peu n'importe quoi. Enfin, on a tendance un peu à l'oublier maintenant parce que c'est vrai que le temps a passé, mais c'est vrai que les années 90, c'est l'arc. Enfin, c'est des scandales dans le secteur associatif. On est dans un exemple particulier quand même. Qui est particulier, mais qui était au sein du secteur associatif. Donc c'est vrai que ça a aussi collé une image. Ça manquait de transparence. Ça manquait de transparence. Et puis c'est vrai que je pense que les gens se sont aperçus qu'être une association, ça n'empêchait pas les malversations. Et ça n'empêchait pas, effectivement, de dépenser trop, de ne pas faire attention à son budget. Et il y a beaucoup de collectivités qui travaillaient avec des associations qui, je pense, à un moment donné, sont retrouvées avec des assos qui géraient peut-être un centre social ou un équipement culturel ou une crèche. Et tout d'un coup, le dispositif s'arrête parce que l'association est liquidée, quoi. Et donc voilà, je pense que nous, on a parfois poussé le curseur un peu loin peut-être, mais je pense pour comprendre, on s'est aussi construit par opposition à ça, en disant, voilà, nous, on va s'inspirer du monde de l'entreprise dans la gestion en tout cas, pas dans le fait de rechercher des résultats, parce qu'encore une fois, on n'a pas d'actionnaire, mais en tout cas, dans la façon dont on est organisé, d'avoir des professionnels aussi qui viennent parfois du monde de l'entreprise, pour être capable justement, pour faire en sorte qu'il ne nous arrive jamais ça. C'est-à-dire qu'on soit toujours en mesure de payer nos salaires, qu'on ne soit jamais inquiété et finalement
qu'on assure la pérennité de nos services. Parce qu'au final, on s'occupe de personnes en difficulté, en situation de précarité, de personnes en situation de handicap, de mamans célibataires isolées. Enfin, voilà, et tous ces publics-là, si à un moment donné, l'association elle est en difficulté, au final, c'est les bénéficiaires qui en souffrent. Et nous, il y a toujours eu ça, c'est-à-dire qu'il y a toujours eu, tout ce qu'on fait, c'est pour les usagers, c'est pour les bénéficiaires. Et donc, il faut qu'on soit le plus efficace possible pour eux. Et voilà, et financièrement, c'est pas financièrement, en tout cas ce qui fait aussi peut-être notre force et notre solidité, c'est le fait d'avoir un patrimoine immobilier. C'est-à-dire qu'à un moment donné, et pourquoi est-ce qu'on est parfois et même souvent propriétaire des murs de nos établissements? Parce que c'est plus rentable plutôt que de payer des loyers, quoi. Alors ça, mais je ne sais pas si on s'était forcément dit ça tout de suite au départ. C'est qu'en fait, pour une raison très pratique, c'est que quand vous êtes sur des établissements comme le centre d'hébergement d'urgence pour toxicomanes SDF, par exemple, pour reprendre cet exemple-là dont je parlais tout à l'heure, c'est très difficile parfois de trouver un bailleur ou un propriétaire qui accepte de vous louer. Donc on a commencé à imaginer un modèle en lien avec nos partenaires, et notamment nos partenaires publics, où le groupe SOS pouvait se porter acquéreur de ces locaux, les louer à l'établissement qui gère ce dispositif, et au fur et à mesure, on rembourse nos emprunts et on devient propriétaire d'un parc immobilier. Mais parc immobilier, ça ne veut rien dire. C'est les murs des établissements sociaux, des hôpitaux, des maisons de retraite qu'on gère. Et donc, on est plus indépendant parce qu'on n'a pas un propriétaire qui va nous dire vos toxicos, vos SDF, ils commencent à m'emmerder, donc vous n'avez pas ça. Et effectivement, vous finissez par avoir des bilans qui ont un peu de gueule vis-à-vis de vos partenaires publics et surtout de vos partenaires bancaires. Et voilà, je pense que c'est ça qui fait qu'à un moment donné, on nous a fait confiance parfois pour reprendre des associations qui se cassaient la figure, avec parfois des risques importants. Les banquiers, ils ont appris à nous faire confiance, et puis effectivement, il y a un immobilier qui fait que c'est rassurant, quoi. Oui, et puis, enfin, je vais reformuler quelque chose, vous allez me dire ce que vous en pensez, mais c'est comme si vous m'expliquiez que vous étiez peut-être un peu plus calé sur la réalité, comme certaines associations qui peut-être avaient du mal à rester sur les finances, la réalité sociétale, sociale. Et je me demandais si il n'y avait pas la question du rapport à l'argent finalement, qui était encore plus au cœur de tout ça. Pourquoi je vous dis ça? Parce que malheureusement, il arrive que certaines collectivités territoriales ou associations aient un rapport à l'argent public qui soit un peu, comment dire, détaché de réalité et de responsabilité. Et c'est ce que disait Charles Gave, un économiste, dans une émission. Il disait que, bon, c'était ses propos, hein, que si Bruno Le Maire avait géré une entreprise, elle aurait coulé au bout de 2 mois, mais que comme c'est l'argent public, c'est autre chose. Peut-être que votre rapport à l'argent est différent, en fait. C'est ce que j'essaie de synthétiser. Qu'est-ce que vous en pensez? En tout cas, je pense qu'effectivement... Vous me parlez d'investissement, vous me parlez de locaux, vous me parlez d'acheter. On parle d'investissement, on parle de... Ce que j'entends pas forcément dans une association. De rigueur de gestion, de classique, contrôle de gestion. Encore une fois, si vous voulez pérenniser vos activités et les développer, parce qu'aujourd'hui les besoins ils sont énormes, notamment dans le social, et que malheureusement il faut qu'on se développe. Enfin, je pense que le développement chez nous n'est pas une fin en soi, mais à un moment donné, quand il y a tellement de choses à faire, il faut absolument multiplier les réponses. Donc nous, on a toujours en fait, on s'est construit vraiment, je pense, sur deux piliers, que sont cette rigueur de gestion. Et puis, et ce qui est pour moi le plus important, c'est, on peut qualifier ça d'innovation sociale, c'est-à-dire essayer toujours de répondre le plus précisément possible aux besoins de notre société, des territoires. Et voilà, et on a créé plein de dispositifs qui permettent de remonter justement du terrain l'évolution du besoin. Enfin, on travaille en permanence avec nos professionnels. On essaye de travailler main dans la main aussi avec les collectivités. Enfin, récemment, on a créé un projet qui s'appelle 1000 cafés
On pourrait se dire, mais qu'est-ce que fait le groupe SOS à créer des cafés? On crée des cafés dans des villages de moins de 3500 habitants. Parce qu'à un moment donné, Vous venez répondre à des manques. mais en fait, je pense que de plus en plus, Vous c'est allez ça, rouvrir des c'est postes, ça le groupe vous SOS. allez vous occuper des impôts, de remettre Eh des ben, centres d'impôts, en fait, des tu cafés, t'aperçois que des bistrots. quand tu recrées un bistrot dans un village de moins de 3500 habitants où il n'y a il y a plus de commerce, c'est ça notre projet, eh ben, tu t'aperçois que ça te permet de recréer du lien, parce que souvent, et on l'a vu avec les gilets jaunes, c'est-à-dire que c'est des territoires où les citoyens se sentent complètement abandonnés, parce qu'il n'y a plus de commerce, parce qu'effectivement, il ne peut plus y avoir de poste. Et donc, nous, l'idée, c'est à partir d'un café, effectivement, de recréer de la convivialité, parce que le café, c'est ça, les gens, ils vont se croiser, ils vont discuter autour d'un café, autour d'un plat, parce que ça peut aussi être un resto. Tu peux faire épicerie, tu peux faire relais poste, tu peux faire, effectivement, les gens peuvent venir retirer de l'argent, ça peut faire office du tourisme, ça peut être un lieu de culture avec des expos, et du coup, tu recrées ce qui a disparu parfois depuis longtemps dans ces territoires. Et je pense que le groupe SOS, de plus en plus, c'est ça. C'est lutter contre la société à deux vitesses qui malheureusement se développe partout dans le monde et aussi en France, et être capable d'assurer des services dans tout domaine et de qualité, où qu'on habite, quel que soit le territoire dans lequel on est et quel que soit son niveau de revenu. Ça aussi, c'est quelque chose de très important pour nous. C'est-à-dire que dans nos EHPAD, par exemple, les prix n'ont rien à voir avec ceux qu'on peut trouver dans le privé lucratif, mais en plus, parfois, ceux qui ont les moyens vont payer un petit peu plus pour que ceux qui n'ont pas de moyens du tout puissent accéder aux mêmes prestations, aux mêmes services. On s'éloigne finalement de ce qu'on pouvait entendre il y a quelques années sur le groupe SOS, parce qu'on entendait facilement que vous aviez fait du social un business. Je trouve que c'est assez manichéen entre les méchants riches et les gentils pauvres. Vous me démontrez depuis tout à l'heure qu'on est loin de ça. Alors. Ouais, non, effectivement, enfin, j'ai un peu de mal à comprendre comment on pourrait être des businessmen à partir du moment où, comme nos camarades associatifs, nous sommes associatifs. Et donc voilà, il n'y a pas de, il y a pas de secret. Nous, si on arrive à pérenniser et développer nos activités, c'est effectivement, encore une fois, on y revient parce qu'on a une attention particulière à cette question de la gestion, et qu'à un moment donné, effectivement, je pense que pour nous, c'est une question de responsabilité. Vous avez utilisé ce mot, il est important chez nous. Et voilà, et chacun à son échelon, à son niveau, chez nous, au sein du groupe SOS, je pense à une responsabilité qui est extrêmement poussée. Et ça passe à un moment donné par le fait, effectivement, d'être géré convenablement. Mais après, nous, on est engagé, comme nos camarades associatifs, encore une fois, pour davantage de moyens dans ces secteurs-là, pour valoriser ces métiers-là. Enfin, on est confronté aujourd'hui aux mêmes problèmes ou aux mêmes difficultés qu'on peut rencontrer ailleurs. Hein. C'est-à-dire que, et ça, c'est ce qui m'intéresse aussi dans l'évolution du groupe SOS, c'est-à-dire d'un acteur de terrain qui reste un acteur de terrain vraiment pleinement concentré sur ce qu'il a à faire au quotidien, mais qui va peut-être aussi de plus en plus essayer de titiller nos médias, nos politiques et finalement nos concitoyens pour qu'on ait une réflexion sur est-ce que c'est normal, par exemple, que plus on a un boulot social, utile socialement, moins on est payé. Je prends cet exemple souvent, mais c'est vrai. C'est une vraie question, à chaque fois ça revient. Les éducateurs ne travaillent plus parce que les salaires ne suivent pas. On se met en intérim, parfois on est payé 2-3 fois plus que le chef de service parce qu'on fait les nuits, on part dans tous les sens, etc. Donc oui, ce qui fait le social, c'est le fait de ne pas être payé. Par définition. Et c'est absurde parce que effectivement. Un psychologue, c'est pareil. Il fait ça parce que ça lui fait plaisir, quoi. Parce qu'il a une bonne âme, en fait. On fait pas ça pour l'argent, c'est la phrase qu'on entend perpétuellement. Vous voyez ? Ils font pas ça pour l'argent. Et moi, c'est vrai que je passe beaucoup de temps sur le terrain et c'est vrai que je passe toujours des moments exceptionnels parce que c'est des gens qui sont engagés, qui souvent en plus sont plutôt bien dans leur basket et donc on passe un moment sympa, ils ont de l'humour. Enfin, mais derrière il y aura peut-être la question que l'argent c'est sale. Mais il y a un moment donné, il y a aussi une fatigue parce que l'argent aujourd'hui, ça te permet quand même de faire les choses aussi correctement, de ne pas avoir à te demander comment tu vas finir ta fin de mois. Et donc, de plus en plus, nous on dit à un moment donné, attention, parce que c'est quand même ces métiers-là, sans ces métiers-là, la société, elle explose. Parce que c'est évidemment ces personnes-là qui font en sorte que la société
tient en s'occupant des personnes en situation de handicap, des personnes âgées, des plus vulnérables. Enfin, donc ces personnes ont une utilité qui est extrême. Et Mais vous n'avez pas brisé une représentation du social, parce que par définition, si votre voiture a pas à moins de 5000 km, il y a un problème, vous n'êtes pas dans le social. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est que vous venez casser une image d'Épinal quand même. On n'arrive pas à boucler les fins de mois et l'association chaque année risque de couler. C'est comme ça qu'on peut imaginer le social, la représentation du social. Vous venez quand même créer une voix qui est interpellante. Parce que, en fait, j'essaie de comprendre pourquoi on vous a critiqué. Je ne sais pas. En tout cas, nous, ce qu'on dit, c'est que le social, il doit être pris au sérieux et que s'il y a plus de traders du jour au lendemain en France ou même dans le monde, a priori, la planète continuera quand même à fonctionner. En tout cas, on l'a vu avec le Covid, c'est-à-dire qu'à un moment donné, tous les gens qui travaillent dans les bureaux, si on veut schématiser et caricaturer, sont restés chez eux. Et par contre, on avait besoin, alors évidemment des premières lignes, tous ceux qui ont permis que les commerces puissent rester ouverts, mais nous, nos équipes, elles étaient toujours dans nos hôpitaux, nos maisons de retraite, nos structures sociales, les structures où on accueille des enfants en danger, etc., etc. Donc, je pense qu'à un moment donné, je ne sais pas pourquoi le groupe SOS est critiqué, ou j'ai une petite idée, je vais y revenir, mais avant ça, je pense qu'en tout cas, le groupe SOS, il affirme que les métiers du social, c'est ce qu'il y a de plus important finalement, social au sens large, c'est ce qu'il y a de plus important dans notre société. Et que donc, ce n'est pas acceptable que ces personnes-là, mais on pourrait parler des profs aussi, enfin tous ces métiers qui font à un moment donné que notre société avance, qu'il y a de la cohésion, que ça progresse sur une série de sujets. Et donc voilà, s'il n'y a plus ces métiers-là, il n'y a plus de société. Donc c'est aussi, nous, ce on appelle finalement quelque part aussi, je pense, une forme de révolution culturelle. Qu'est-ce que la réussite dans notre pays? Je pense que pendant longtemps, ce qui est lié à cette société individualiste, capitaliste, libérale, on a considéré que la réussite, c'était le pouvoir, l'argent, l'accumulation finalement, quelque part aussi de l'argent. Et donc je pense qu'on nous, on essaye de se construire en opposition à ça en disant, bah, la réussite, bon, avoir des responsabilités, gagner de l'argent sans doute, mais à un moment donné, on voit bien que de toute façon, ça n'a plus de sens. Enfin, tous ceux qui accumulent, on voit bien qu'à un moment donné, l'accumulation n'a plus aucun intérêt, n'a plus aucun sens. Et les gens, ils vont toujours revenir chercher du sens, comment je peux créer ma fondation, comment je peux être utile aux autres. Enfin, je pense qu'on est l'être humain a besoin de ça. Donc il faut casser ce modèle-là et montrer que bah, la réussite, elle passe par la façon dont on se comporte avec les autres, avec l'environnement. La question climatique est évidemment importante, mais les deux sont liés, solidarité et environnement. Et que oui, je pense que nos équipes sur le terrain, elles réussissent leur vie professionnelle parce on voit bien qu'il y a un engagement, qu'il y a du sens dans ce qu'elles font au quotidien. Par contre, à un moment donné, si on le fait dans des conditions en termes de moyens ou de rémunération qui ne sont pas suffisantes, ça ne va pas et on finit par avoir envie de faire autre chose. C'est humain. Vous disiez que vous aviez une petite idée sur pourquoi il y a une représentation de l'extérieur, qu'on puisse vous attaquer, qu'on puisse... Oui, bah, je pense qu'effectivement, parce qu'on se considère comme des entrepreneurs et qu'effectivement, le secteur associatif n'a pas été pendant longtemps dans cette logique-là. Expliquer pourquoi, je ne sais pas, c'est difficile à expliquer. Et moi, c'est vrai que je me concentre plutôt par rapport à ce qu'on fait plutôt que par rapport à la façon dont les autres raisonnent. Et puis en plus, le secteur associatif, ça ne veut rien dire parce qu'il y a une telle pluralité et diversité de structures. Mais je pense que c'est effectivement un secteur dans lequel small is beautiful, ça comptait, c'est mieux d'être petit, le rapport à l'argent était compliqué. Je pense qu'il y a parfois aussi un peu d'hypocrisie parce que toutes les grandes associations, elles se développent finalement. Donc il n'y a pas que le groupe SOS. Hein. Il n'y a pas une question française derrière ce que vous utilisez le mot fondation qu'on n'utilise pas tant que ça en France, qu'on utilise beaucoup aux États-Unis. Je me dis, le groupe SOS aux États-Unis, peut-être qu'il sera applaudi en fait. Et que c'est peut-être un rapport à l'argent qui serait aussi français, notre culture qui ferait ça, je ne sais pas. Peut-être. Après, il y a plein de choses aussi dans le modèle anglo-saxon qui déconnent. Je pense que le groupe SOS, à mon avis,
je trouve que ce qui est intéressant dans une organisation comme la nôtre, c'est qu'elle va chercher, elle essaye en tout cas d'aller chercher ce qui fonctionne bien un peu partout. Et nous, on revendique pleinement notre statut associatif. Moi, je trouve que travailler dans une structure où il n'y a pas d'actionnaire, après, on est aussi en lien avec des mouvements comme l'économie sociale et solidaire, évidemment, où parfois tu as des structures qui ont une lucrativité, mais qui est limitée, les coopératives par exemple. Enfin, moi, je trouve ces modèles-là très intéressants. Et maintenant, au-delà, tu as des entreprises, même classiques, SARL, SA, qui travaillent sur leur statut pour justement limiter cette lucrativité, pour limiter l'échelle des salaires. Donc je pense que le groupe SOS, il est allé chercher dans l'entreprise parfois des choses qui sont intéressantes en matière de rigueur de gestion, d'organisation de la structure. Nous, on a mutualisé des choses dans un groupement d'intérêt économique. C'est des choses qui existent depuis très longtemps dans le monde de l'entreprise. Et quand tu l'appliques au monde associatif, ça a aussi des vertus de mutualiser, par exemple. C'est toujours pareil, les outils, tu peux utiliser des outils, c'est toujours pareil, c'est à quoi ils servent. Chez nous, encore une fois, tous les outils, qu'ils soient inspirés du monde de l'entreprise ou pas, ils servent un modèle qui est non lucratif et qui est dédié à l'intérêt général. Donc, on a, je pense, ouais, et dans le monde anglo-saxon, il y a des choses intéressantes. Effectivement, le rapport au monde de l'entreprise. Nous, on travaille avec des grandes entreprises, avec des fondations, parce que parfois, pour mener, on parlait du projet 1000 cafés, pour mener le projet 1000 cafés, c'est bien d'avoir des partenaires aussi entreprises qui vont soutenir ou qui vont nous faciliter l'approvisionnement de nos cafés à un moment donné, par exemple. Donc, ouais, je pense qu'effectivement, quand tu es dans cette approche-là, mais des gens qui peuvent être peut-être un petit peu plus dogmatiques vont dire mais qu'est-ce qu'ils font? Ils changent la façon de faire, la façon dont on a travaillé peut-être depuis très longtemps. C'est peut-être que vous venez bousculer les peurs, c'est peut-être ça. En tout cas, je me dis que, vu comme on est parti, on essaie de ne pas être trop pessimiste non plus, mais vous allez avoir du boulot pour les 1000 ans à venir. Malheureusement, oui, c'est vrai. Vous allez pouvoir ouvrir des stations de carburant, vous allez pouvoir rouvrir tous les bistrots de France, vous allez pouvoir rouvrir tous les ports de pêche, tous les marchés. Vous avez du boulot parce que finalement, vous êtes derrière à essayer de combler ce qu'on perd avec les années, quoi. C'est vrai que pour un acteur qui vient vraiment du secteur associatif pur et dur, si on peut le qualifier comme ça, de la lutte contre les exclusions aujourd'hui, se mettre à gérer des cafés. On gère des restos aussi, notamment un sur les Champs-Élysées. Donc on a réussi à faire en sorte que sur les Champs-Élysées, il y ait une adresse économie sociale et solidaire, qui est le pavillon Élysée, donc qui accueille des mariages, des séminaires. Mais c'est une entreprise d'insertion, donc ça permet de créer de l'emploi pour des personnes qui en sont éloignées. On gère des boutiques de commerce équitable, qui là aussi sont des entreprises d'insertion qui s'appellent Altermundi. Donc on finit par être effectivement sur beaucoup d'aspects. Mais tout ça, je pense, est extrêmement cohérent et c'est fait de façon pragmatique parce que quand vous vous occupez de personnes en situation de précarité, vous apercevez qu'il y a un problème de logement, donc on a travaillé beaucoup sur la question du logement. Et puis quand les personnes vont mieux, qu'elles sont stabilisées, qu'elles sont soignées si elles étaient malades, et si elles n'ont pas de boulot, il manque quelque chose. Donc c'est comme ça qu'on a commencé à créer des entreprises d'insertion. La question de la transition écologique sur laquelle on fait beaucoup de choses aujourd'hui, on ne peut pas passer à côté aujourd'hui. Puis quand vous creusez un peu le sujet, vous apercevez que les plus précaires sont ceux qui vont souffrir le plus de la question environnementale. Parce que quand on est pauvre, on vit dans les zones les plus polluées, on fait des métiers quand on travaille qui sont les plus durs. Donc le réchauffement climatique, ça va être très difficile pour ces métiers compliqués, difficiles. La question des réfugiés climatiques, nous, depuis plusieurs années, on a ouvert des milliers de places pour accueillir des réfugiés, des personnes en situation d'exil. On sait que ça va encore augmenter dans les années qui viennent avec le réchauffement climatique. Donc voilà, je pense que c'est être pragmatique, mais avec des valeurs qui sont quand même très fortes chez nous, qui passent avant tout le reste, mais des valeurs sans être capable d'avoir une organisation qui vous permet de les mettre en œuvre au quotidien, ça ne marche pas. Pour terminer, la dernière question, selon vous, Nicolas Froissart, où va le monde? Ah, personne ne le sait, je pense. Il y a deux écoles. Il y a ceux qui sont plutôt pessimistes et qui se disent c'est foutu, dont je ne fais pas partie. Et puis il y a ceux qui, je pense, celles et ceux qui essayent d'apporter leur pierre à l'édifice. Et moi, je pense que
c'est une bonne façon de résoudre les enjeux qui effectivement sont énormes, que chacun justement, on a pas mal utilisé le mot de responsabilité. Moi je l'aime bien ce mot et voilà, je pense qu'on est tous responsables de la situation dans laquelle on est aujourd'hui et on est tous responsables de la sortie ou en tout cas des solutions, d'inventer ces solutions qui vont nous permettre de passer ces difficultés importantes qui sont déjà là et qui vont sans doute s'amplifier. Moi, c'est un des messages que je porte beaucoup à titre professionnel et personnel, c'est voilà, à chacun de s'engager dans le travail comme je peux le faire moi, et je pense que c'est évidemment des heures, un nombre d'heures important qu'on passe par semaine dans son boulot, mais on peut aussi s'engager bénévolement justement dans le secteur associatif. Nous, comme nos partenaires associatifs, on accueille beaucoup de bénévoles dans nos établissements. On peut parrainer, moi je parraine aussi justement un jeune en situation d'exil qui était arrivé, qui était mineur non accompagné comme on dit. Mais aujourd'hui il y a beaucoup aussi de structures et d'associations qui proposent à des gens de faire du parrainage, du mentorat. Je pense que c'est quelque chose qui peut être extrêmement utile à notre société. S'engager sur la question environnementale, évidemment, mais on peut aussi donner son sang. Enfin, voilà, je pense qu'il y a énormément de choses. À des acteurs comme le groupe SOS, on le fait de plus en plus aussi, de montrer comment on peut s'engager, parce que ce n'est pas toujours facile. Je pense qu'il y a plein de gens qui aimeraient être utiles, mais qui ne savent pas toujours. Donc nous, on crée une série de dispositifs, des plateformes comme Active, qui permettent justement très, très facilement de voir comment on peut s'engager. Voilà, je pense que ça passe par ça. Et puis pour conclure, je pense que c'est aussi une bonne façon de se sentir bien dans ses baskets. On voit à quel point les gens sont paumés aujourd'hui. La consommation, acheter le dernier smartphone, finalement, peut-être que c'est très sympa dans la seconde ou dans l'heure qui suit, mais on voit que rapidement, la quête de sens revient très très vite, quoi. Donc, or, quand on s'engage au quotidien, quand on a l'impression d'être utile aux autres, je crois que c'est aussi une bonne façon d'être bien dans sa vie. Nicolas Froissart, merci d'avoir répondu à nos questions. Avec grand plaisir. Merci beaucoup.